Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur, en version podcast. Bonjour et bienvenue dans The Pro Talk, une série d'émissions réalisées sur Equipoto 2025 par les journalistes de The Pro Après-Vente Auto. Aujourd'hui, nous allons parler de pièces d'économie circulaire. Pour cela, nous avons Julien Dubois, fondateur et président de Values, distributeur de pièces en ligne pour les pros. Antoine Aguetan, directeur général de Fer Recyclage, un recycleur dans le Vaucluse et national aussi. Et Xavier Guichard, garagiste, AD expert, à côté de Saint-Étienne dans la Loire. C'est ça. Je suis Caroline Ridet, directrice de la rédaction de The Pro. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, on va commencer tout de suite par une enquête que nous avons réalisée, que The Pro a réalisée en mi-septembre pour demander aux garagistes un peu leurs positions multiples et variées et s'ils avaient le moral. Bon, là, on va parler, je leur ai donc posé la question de savoir comment ils se positionnaient face à la PIEC. Nous avons eu un peu plus de 200 répondants, donc ça fait une tendance intéressante. Donc, ils sont 73% de nous avoir répondu en utilisé. Et 1 sur 10, et 1 sur 6 dit le faire régulièrement. Près d'un sur deux passe évidemment par les plateformes Internet, qui a été le booster de flux. Et ce qui les attire, le prix, mais certains notent aussi un délai de livraison tout à fait acceptable. Donc, Xavier Guichard, vous-même, vous êtes utilisateur de pièces de PIEC, pièces d'occasion Herriman ? Oui, on en utilise très souvent. Alors, il faut savoir qu'on a, en tant que réparateur, une obligation auprès du client. Donc, on est un petit peu obligé d'en faire, mais oui, on y retrouve notre compte. Voilà. Maintenant, en plus, c'est très facile avec Internet. On a des sites qui sont dédiés et donc on arrive à se fournir assez facilement, on va dire. D'accord. Et c'est pas trop cher pour vous ? Alors, sur le prix, en fait, je pense qu'on a quand même vu que depuis quelques années, on a quand même une évolution des prix de l'occasion qui a tendance à quand même à monter un petit peu parce que tout le monde s'est un petit peu habitué aussi. Il y a plus de demandes et puis les recycleurs en général ont tendance à vendre les pièces un petit peu plus chères, oui. Donc ça reste encore convenable, mais voilà. Alors les recycleurs, vous abusez ? Je crois pas. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc nous, je m'appelle Antoine, je suis Fer Recyclage. On produit de la pièce de réemploi depuis 40 ans. Et il y a un métier qui se structure, qui se standardise, qui a une ambition très forte, c'est qu'il y avait une notion de service qui n'existait pas dans le passé, avec beaucoup d'insatisfaction et de frustration chez les réparateurs de la profession, et on essaye de travailler là-dessus. Il y a effectivement une harmonisation des prix qui est nécessaire, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui travaillent. Je pense que Julien pourra en parler, et il y a de plus en plus de pièces qui sont proposées sur le marché. Reste à définir si la qualité est au rendez-vous et si le service est au rendez-vous. On y reviendra ensuite. Mais du coup, vous voyez monter les réparateurs dans votre... Parce que vous êtes B2C, B2B. De plus en plus de réparateurs se fournissent en pièces chez vous ou... Oui. Nous, on a de la chance. Comme tous les autres récupérateurs et producteurs de pièces de réemploi, on a une croissance à 2 chiffres sur cette activité. Et vous nous disiez que vous aviez près de 60% de votre clientèle qui était déjà pro. Exactement. Vous êtes que pro, Julien Dubois, chez Values. Oui, Values, c'est que pour les professionnels. Values, c'est Value Z, comme disent d'ailleurs nos clients professionnels. Et nous, on propose effectivement des pièces issues de l'économie circulaire pour tous les réparateurs. Tiens, pour réagir, on a aujourd'hui un chiffre de plus par rapport à ce que vous disiez, Caroline. 87% des réparateurs, ça date d'hier, ces chiffres. C'est une étude qu'on fait avec le JPA sur 500 réparateurs. 87% d'entre eux disent vouloir
recourir davantage à la pièce issue de l'économie circulaire. C'est 33 points de plus qu'il y a 2 ans, la même question leur avait été posée. Donc il y a quelque chose qui se passe clairement depuis 2 ans sur le marché. Et pour revenir sur ce que disait Antoine, on est sur un marché qui s'est structuré. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est la production de pièces, c'est la qualité des produits qui ont été mis sur le marché, qui sont aujourd'hui mis sur le marché par rapport à ces produits il y a 5 ans. Il y a vraiment un effort qui a été très très significatif chez un grand nombre des constructeurs pour améliorer très fortement la qualité. Ça passe par du process de démontage, ça passe du process industriel, par du contrôle qualité, il pourra en parler bien mieux que moi. Mais ça, c'est évidemment fondamental pour que le réparateur adhère à la pièce issue de l'économie circulaire. Xavier précisait qu'il y a une loi qui l'imposait, ça ne suffit pas. Il faut aussi être assuré dans la qualité des pièces, il faut être assuré sur la compatibilité des pièces. Et ça, les producteurs doivent continuer des efforts qui sont vraiment très significatifs déjà depuis plusieurs années. D'ailleurs, toujours dans notre étude, les réparateurs expriment certaines réticences, dont le sentiment de la qualité attendue reçue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien classé dans les réticences. Xavier, ça vous arrive, vous, d'être déçu quand vous recevez une pièce de réemploi et moi, je vous vois sourire. Jamais. Oui, bien sûr, ça m'arrive d'être déçu. Oui, alors, c'est pas la majorité du temps, mais des fois, on est déçu parce qu'on va commander une pièce qui, visuellement, sur la photo, était on va dire, en bon état. Et puis, quand on la reçoit, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Après, ce qu'on apprécie, c'est quand le recycleur nous appelle, nous dit « Attention, vous avez bien vu, il y a certains problèmes sur la pièce. Oui, est-ce que je vous l'envoie ? Oui, on nous l'envoie, et puis voilà. » Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette thématique. Hier, on était à une remise de trophée dont on a reçu un prix sur l'innovation. On a travaillé avec 2 sociétés, ScanCube et Check. Check faisant l'expertise virtuelle, son métier, et ScanCube du packshot de photos. On a travaillé avec eux depuis plus d'1 an sur cette thématique de se dire ok, il y a un point de départ qui est quand on livre la pièce, à quel moment on doit avoir un niveau d'information qui soit suffisamment clair pour que le client, quand il décide de son acte d'achat, l'ait en âme et conscience. Et il n'est plus possible de livrer une pièce avec autant de frustration, de temps de perdu, etc. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus ou moins dans la phase finale du test, où quand on livre une portière de 208, on est capable de donner un état, un rapport complet, où tu sais ce que tu reçois, et il n'y a plus cette frustration qui est née. Donc c'est aussi ce que je disais au début, il y a une notion de service qui est nécessaire, et c'est pour ça qu'on s'inscrit là-dedans. Chez Value, c'est le jackpot quand on va choisir une pièce, où il y a un process En fait, notre métier, c'est de choisir les bons fournisseurs pour proposer à nos clients garagistes les bonnes pièces. Donc ça, c'est notre métier, de sélectionner, d'avoir un cahier des charges extrêmement exigeant. C'est pas le nôtre, c'est celui de nos clients, pour sélectionner les meilleurs fournisseurs. Et effectivement, quand je disais que vous avez des intervenants qui ont investi fortement, des constructeurs qui continuent d'investir, et Antoine en est l'un d'eux, fortement dans la production de pièces, dans la transparence des informations, c'est pour nous essentiel, et c'est cela qu'on va aller chercher pour proposer les meilleures pièces à nos clients. Les photos, Xavier l'a dit, c'est très important pour de la pièce de carrosserie par exemple, sur la pièce d'occasion. Ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il faut absolument que l'offre présentée au réparateur soit conforme à ce qui va arriver dans le garage. J'enfonce une porte ouverte en le disant, mais enfin, ça s'appelle de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est pas forcément par rapport à des gens qui seraient malhonnêtes, mais c'est une exhaustivité d'informations dont le garagiste a besoin pour faire son choix. Et au moment où il fait son choix, le garagiste, il fait aussi son devis. C'est important de l'avoir en tête. Une pièce de carrosserie, elle peut avoir des défauts. Simplement, il faut les connaître en amont. Il faut savoir en amont qu'on va avoir une demi-heure, 3/4 d'heure de travail à compter dans le devis. Et ça, le carrossier, pour prendre l'exemple de la carrosserie, il a besoin de ces informations. Donc, nous, on met un point d'honneur. Chez Value, c'est l'un de nos enjeux, qui continue d'être un enjeu permanent, d'apporter encore et encore ces informations les plus exhaustives possibles pour que le réparateur puisse choisir en connaissance de cause sa pièce. Vous prenez des fois des pièces que vous voyez abîmées, Xavier, et puis vous dites, nous on va mettre nos techos sur le chantier. Oui, alors on est obligé, parce que des fois, en fait, la pièce déjà neuve n'existe ou n'est pas livrée chez le constructeur, parce qu'on a de plus en plus de problèmes de livraison, de disponibilité des pièces neuves.
Et puis, eh bien, des fois, on est sur des véhicules qui sont un petit peu exotiques. Voilà, et des fois, on n'a pas le choix. Il y en a une dispo en France. Là, on la prend. Et puis on travaille un peu plus dessus. Voilà. Vous le mettez ça dans votre facture, le temps passé à redresser Alors, le que problème, sais-je le seul problème, alors ça dépend si vous faites un chantier, mais que ce soit en mécanique ou en carrosserie, mais si vous faites un chantier pour un particulier ou une entreprise en direct, oui, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous faites un chantier pour une expertise d'assurance, là, l'expert il vous dit je vous donne tant de temps pour la partie d'occasion, et puis finalement on se retrouve avec du travail en plus, et on se retrouverait presque au prix de la pièce d'origine. Donc ça arrive. Ouais, là, on touche l'autre réticence épineuse, le point épineux pour beaucoup de réparateurs, dans les questions qu'on leur a posées. C'est comment je facture, en fait. Comment je marge sur cette pièce de réemploi, qui est quand même en moyenne, on est à 30, moins 30, moins 50, jusqu'à moins 70, voilà, moins cher. Comment je facture ça pour que ça soit quand même intéressant vous devez faire de la rentabilité. Alors, toujours Xavier, vous faites comment vous pour vous enrichir sur la pièce de réemploi? On jongle un peu. Ouais, on est plusieurs intermédiaires sur le marché, donc il faut que les recycleurs gagnent leur vie, il faut que nous, on gagne notre vie, il faut que les assurances s'y retrouvent, que le client s'y retrouve. Après, c'est un équilibre à trouver. Alors, souvent, des fois, sur des pièces qui sont un peu en tension et des choses comme ça, on a une marge qui est très, très, très faible. Alors, faire croire aux gens qu'on va pouvoir faire tourner des entreprises avec des marges très faibles, je veux dire, c'est impossible. Bon, alors vous faites comment concrètement, vous prenez le prix constructeur, vous appliquez... on essaye... Vous faites comment? Alors, en fait, on essaye de voir le prix d'achat de la pièce, voir un petit peu la marge qu'on est censé faire sur cette pièce. Bon, si on l'avait prise en neuve et que le constructeur nous fait 10, 15, 20% de ristourne sur la pièce, on va être en dessous. C'est une pièce d'occasion quand même. On ne peut pas non plus être au prix du neuf. Voilà. Et par contre, des fois, ça passe pas parce que sur une expertise, par exemple, l'expert va nous mettre une valeur pour une pièce de réemploi, mais par contre, il ne va pas nous chiffrer et nous donner le port. Et de plus en plus, les pièces viennent un peu partout en France, voire de l'étranger. Et des grosses pièces, on est vite à 100, 200 euros de port. Et là, sur des pièces qui font 600, 700 euros, il faut dégager de la marge quand même. C'est pas toujours simple. Antoine avait un commentaire à faire. Oui, je pense que par rapport à la question de départ, il y avait un alignement des planètes sur l'harmonisation et la standardisation du métier. Nous, et pas que nous, on a décidé de travailler avec SRA sur la labellisation d'un label pour justement apporter des garanties. Et les garanties, c'est le fait de dire que le professionnel doit avoir un taux de TVA préférentiel, 20%, doit avoir un prix franco de port, doit avoir une garantie 24 mois et des conditions. Chez nous, par exemple, quand vous commandez une pièce et vous êtes client pro en compte, vous avez entre 15 à 25% de remise. Donc si on prend le prix de départ affiché, on prend une TVA à 20%, on enlève 15 à 25% du prix et on a effectivement le franco de port qui était un vrai frein par rapport aux experts qui refusaient de le prendre à leur charge, je pense que normalement, on apporte une réponse. Tout à fait. Il y a une autre réponse. Oui, alors il faut traiter ces sujets où on a du mal à trouver la marge. Mais pour moi, et c'est notre expérience chez Values, on parle d'une minorité de cas. La majorité des cas aujourd'hui, il faut quand même le dire aux réparateurs, c'est quand même très important, c'est que sur la pièce issue de l'économie circulaire, il est presque toujours vrai que la marge en euros que vous faites sur la pièce neuve peut être reportée sur cette pièce tout en proposant un prix plus économique à votre client. Évidemment, tous ces détails sur les frais de port, qui ne sont pas des détails, sur l'intervention de l'expert, tout ça sont des détails qu'il faut prendre à bras le corps. Nous, on discute beaucoup avec les compagnies d'assurance d'ailleurs, on a un partenariat avec Matmut, mais il y a plein d'autres compagnies qui sont engagées sur le sujet et qui sont sur le papier, dans le discours, OK pour chiffrer les heures de main-d'œuvre, OK pour avoir
un prix public de la pièce autour de 70% du prix de la pièce neuve qui permet, bon an, mal an, que tout le monde s'y retrouve. Et de mon point de vue, il est essentiel que le réparateur, pour adhérer à la pièce issue de l'économie circulaire, ne perde pas au passage. Ne perde pas en euros par rapport à ce qu'il aurait fait sur la pièce neuve. C'est comme ça qu'on fera adhérer les professionnels. Personne n'a à investir ou à faire un effort particulier pour ces pièces. Effort, c'est pas qu'un effort financier. On n'a pas à attendre 10 jours pour avoir une pièce issue de l'économie circulaire. On n'a pas à attendre une facturation qui vient on ne sait où. Et c'est pour ça que l'engagement sur un délai de livraison, et vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, mais une livraison à 24-48 heures, c'est devenu la norme chez les bons fournisseurs de pièces d'occasion, et c'est très très bien. La facturation, elle ne peut plus être un peu créative avec un 10% de TVA non récupérable qui vient je ne sais pas où, etc. Ça aussi, c'est de la pédagogie qu'il faut faire auprès de tous. Il faut quand même reconnaître, et je suis sûr que vous le reconnaissez Xavier, que la profession s'est structurée, continue de se structurer, que les choses sont en train de se mettre en place et que des acteurs comme Faire Recyclage et un certain nombre d'autres mettent vraiment tous les efforts pour que la pièce issue de l'économie circulaire et de réemploi en particulier soit embarquée par les pros. Mais il faut reconnaître qu'on part de très loin et qu'il y a un travail considérable qui est mené depuis quelques années, mais on a encore dans l'inconscient collectif l'image de la casse. Nos entreprises ont largement changé et on vous invite tous à venir nous rencontrer. Mais nous, aujourd'hui, nos 11 centres sont fermés au public, sont des sociétés industrielles et vraiment, il y a un grand changement. Mais Antoine, on a 1700 centres VHU en France. 1800, il paraît. 1800, qui sont agréés, préfectorales, etc. Donc des officiels. Il n'y a pas 1800 acteurs, comme on est en train de les décrire, qui ont investi, qui, comme Faire Recyclage, s'engagent dans une labellisation, etc. Voilà, c'est un fait. Donc tout l'enjeu pour les consommateurs de ces pièces, qu'ils soient d'ailleurs particuliers ou, et là on est en train de parler des professionnels réparateurs, tout l'enjeu c'est de savoir où ils vont, à qui ils s'adressent. Et donc, que ce soit par la labellisation, par des acteurs comme Values par exemple, qui sélectionnent ces fournisseurs de manière extrêmement sévère sur la qualité, le réparateur doit pouvoir s'y retrouver dans cette forêt de 1700 professionnels. Il y a la place pour tout le monde. Enfin, un pro, il a besoin de plein de garanties, notamment sur la qualité des produits. Mais moi, j'ai une question, Xavier. Si jamais demain, tu achètes une portière de 208 et que quand tu l'achètes chez Sphère... Non, il a que des portières de 208 à vendre. Visiblement. Je prends un cas concret. Merci. Et l'idée, c'est si tu achètes une portière de 208 et que tu sais qu'il y a 3 heures de T2, est-ce qu'avec ton expert, tu peux justement valoriser ce temps de travail ? Ça dépend des experts, voilà, Okay. Ça dépend du sens du vent, ça dépend de beaucoup de choses. Alors des fois, il y a des experts qui sont conciliants, mais c'est sûr que si à la fin, l'expert nous dit « oui, non mais on arrive au prix du neuf, donc ça ne m'intéresse pas de valoriser ça », Ce qu'on peut comprendre. Voilà, bien sûr. Mais bon, après, si on y met 3 heures de T2, c'est qu'il est vraiment dans les états quand même. Okay. Ou alors on est mauvais aussi. Mais bon. Mais c'est important ce qu'on dit sur les experts et les assureurs. C'est-à-dire qu'on est quand même collectivement, producteurs de pièces, distributeurs, réparateurs, on est globalement ensemble pour parler aux assureurs. Honnêtement, un certain nombre d'entre eux sont positifs, sont engagés. Il faut que ça passe du discours aux actes, évidemment, dans le concret. Mais la compagnie, elle doit briefer, engager son expert dans cette logique de passer à la pièce. Au-delà du gain économique que ça génère par rapport à la pièce neuve, l'éléphant dont on ne parle pas encore, qui est ici au milieu de la table, c'est l'impact écologique. C'est-à-dire que même si ça se chiffre moins directement pour le client, pour l'assureur lui-même est très engagé à réduire son empreinte environnementale. L'empreinte environnementale de notre activité, ça passe aussi par le passage à des pièces qui n'ont pas besoin d'aller prélever de la matière supplémentaire dans la nature pour être fabriquée, de consommer de l'énergie. Donc tout ça, ça doit aussi être mis en avant. La compagnie d'assurance, théoriquement, à ISO facturation ou à ISO coût pour lui, pour elle, a tout intérêt à passer à la pièce issue de l'économie circulaire. En tout cas, chez SRA, ils poussent, ils nous donnent des chiffres, ils nous montrent comment ça évolue pas très vite et qu'ils voudraient que ça aille plus vite. Donc on peut imaginer que les assureurs, maintenant que vous y êtes quasiment tous accrochés à SRA, ça donne au moins une visibilité. Et on peut imaginer que les assureurs, effectivement, veulent jouer cette carte-là, mais il va falloir qu'ils payent. Oui, alors moi j'ai un tout petit bémol quand même sur l'aspect écologique de la pièce, parce que nous aussi, dans nos garages, on y est confrontés tous les jours, on essaye de faire du mieux qu'on peut. On a des métiers qui sont salissants, avec des matières dangereuses, donc on est depuis longtemps dans le recyclage de toutes les matières qu'on prélève dans les voitures. Mais quand on a de la pièce de réemploi, par exemple, si la seule pièce qu'on convoite est
soit à l'autre bout de la France, soit dans un autre pays, elle va être transportée, cette pièce. Elle va créer du carbone encore. Donc, il faut nuancer. Des fois, on peut discuter au niveau... voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas... l'aspect écologique, moi je pense qu'il y a l'aspect économique aussi, parce que les gens ont besoin d'avoir des prix. Tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'est pas assuré tout risque. Tout le monde doit avoir un budget limité. Donc je pense qu'on... Mais je pense que tu as raison, et je pense surtout qu'il y a un concept de bon sens. Et vous êtes très locaux quand même, hein, vous développez au maximum... Moi j'ai un confrère qui dit pourquoi continuer à réparer un véhicule d'occasion avec des pièces neuves. Et le principe, il est là. Et évidemment, il y a une notion écologique, mais il y a une notion économique, encore plus dans le contexte dans lequel on est. Bien sûr. Et que quand on a un véhicule qui a une valeur à 5 000 €, pourquoi remplacer un capot à 800 € en valeur neuve ? On est tout à fait d'accord. Hein. De toute façon, des fois, nous, dans la Loire, on est dans un couloir assez important de chute de grêle. Mais des fois, on est obligé de faire au plus juste pour sauver la voiture, parce que sinon, elle n'est pas à la casse. Enfin, à la casse. C'est plus des casses. Chez le recycleur. Et donc il faut des fois tirer un petit peu de partout. Et puis voilà. Mais il vaut mieux réparer une voiture et faire un peu moins de marge que voir une voiture partir chez le recycleur pour zéro aussi. Et de même, on est des vendeurs de pièces, mais il vaut mieux réparer la pièce plutôt que la changer. Et ça, on est tous d'accord. Et il faut bien avoir conscience de cette hiérarchie des... Je reviens juste sur l'impact environnemental. C'est vrai, le transport, on le voit, c'est quelque chose de très visible. Si la pièce vient de l'autre bout de la France ou d'Espagne, etc., c'est visible. Mais il ne faut pas oublier que l'impact de la non-fabrication de cette pièce, il est lui aussi très important, et souvent il dépasse de très très loin l'impact du transport. Chez Values, on a mis en place un indicateur qui s'appelle l'Eco-Repair Score. On ne l'a pas inventé nous, on l'a acheté dans une boîte dont c'est le métier. Et cet Eco-Repair Score, il intègre cette notion de déplacement de la pièce. Donc l'économie ou les émissions de CO2 évitées au global sont affichées sur chaque pièce. C'est pas pour faire beau, c'est pas un badge. C'est hyper important, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, c'est hyper important de le voir dans sa globalité. Un impact environnemental, c'est bien du début à la fin de la vie de la pièce. Et chez Values, vous avez beaucoup de pièces qui viennent de recycleurs qui mettent leur stock sur votre plateforme. Beaucoup qui viennent de loin. Hors de France, par exemple ? Oui, par exemple d'Espagne, parce qu'on sait qu'ils sont très actifs en Espagne. Oui, on a quelques fournisseurs en Espagne, quelques-uns en Allemagne, quelques-uns en Italie. Aujourd'hui, 90% à peu près de nos stocks sont localisés en France. Et on a depuis peu commencé à aller chercher des fournisseurs à l'étranger, toujours avec notre même obsession de qualité. L'objectif étant simplement de couvrir, c'est-à-dire que vous avez un petit peu plus de Lancia chez des constructeurs italiens que chez des constructeurs français. Donc c'est vraiment une question de comment je couvre les demandes de mes clients pour apporter systématiquement une solution. Parce que vous êtes quand même locaux, bien sûr, il y a du transport, mais sans sortir des frontières, c'est quelque chose qui est naturel, quoi. Je veux dire... c'est pas évident que vous ayez tous les fabricants autour de votre garage. Donc, dès que ça sort pas de France, c'est acceptable. Et vous êtes locaux, en fait. Et il y a beaucoup les grands distributeurs, les grands recycleurs sont locaux. Grandir, je ne sais pas si on a envie de grandir. En tout cas, c'est la raison d'être du groupe depuis 40 ans, fait des croissances externes, à 11 centres de déconstruction. Et c'est pour ça qu'effectivement, mais il y a quand même une logique. Quand on travaille dans l'économie circulaire, c'est le circuit court. Et à un moment, moi, si je peux livrer Xavier dans un délai de 12 heures, ça me va bien. Dans un délai de 12 heures, c'est le minimum, mais dans un délai de 48 heures, c'est le maximum. Et l'idée, c'est aussi effectivement que la pièce traverse pas l'Europe pour venir livrer Xavier. Si je peux le livrer dans un rayon de 300 km, ça me va bien, et je trouve ça très cohérent par rapport à l'ADN dans lequel nous sommes. Et pour compléter, évidemment, chez Values, quand vous avez la portière de 208, allez, je reviens à cette portière qui est disponible arrière, droit, gauche, les quatre. Quand elle est disponible à 50 km de notre client, et également la même disponible à 800 km de notre client, on va évidemment prioriser celle qui est à 50 km. Ça fait partie de la logique même du sens de l'impact environnemental. Ouais, alors chez vous, ça se passe comme ça, mais excusez-moi, chez vous, ça se passe comme ça, mais il y a des plateformes où, en fait... c'est le prix qui va... Voilà, le prix, et puis la livraison 24-48 heures, le port, et puis on clique.
Et des fois, on ne sait même pas où est la pièce sur certaines plateformes. Voilà. Donc, s'il y a des plateformes qui s'engagent, et bon, c'est quand même mieux. Oui, alors je ne vais pas parler des autres plateformes, mais sachez qu'en tout cas, chez Values, c'est, pour la petite histoire, une société à mission. Il y a un certain nombre d'entreprises, y compris d'ailleurs dans le recyclage automobile, qui ont adopté ce statut légal d'entreprise à mission. Et notre mission, c'est de réduire l'empreinte environnementale de l'automobile, en tout cas d'y contribuer. On ne va pas le faire tout seul avec nos petits bras. Et donc, cet engagement, il se traduit naturellement par le fait de faire des circuits courts sur les pièces quand c'est possible. Mais en revanche, quand la pièce est disponible en un exemplaire et que c'est à 1200 km qu'elle est, là, il y a une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut la faire voyager ou est-ce qu'il faut essayer de sourcer une pièce neuve? Alors, quand la pièce neuve n'est même pas disponible, je pense qu'il n'y a même plus de débat. Il vaut mieux réparer la voiture. L'empreinte environnementale de la fin de vie d'une voiture, donc de la reproduction d'une nouvelle, c'est juste colossal. Oui, après, moi, c'est pas mon métier, mais moi, ce que je remarque surtout, c'est que, pareil, beaucoup de voitures françaises qui sont en France, qui vont chez les recycleurs, arrivent à partir à l'étranger, chez des constructeurs assez lointains, en Europe, assez lointains. Ça, c'est tout un combat pour les recycleurs. Et nous reviennent chez nous. Et ça pose vraiment un problème au niveau écologique, quoi. Pourquoi faire plus loin ce qu'on peut faire ici, quoi. C'est dommage. Ça pose un autre problème, Xavier. Je parle en tant que distributeur de pièces de réemploi. C'est que ça réduit l'offre de pièces en France. Ces voitures partent en Pologne, en Europe de l'Est, etc. pour être réparées. Ceci étant, parfois, elles reviennent sur le marché. In fine, il vaut mieux une voiture qui continue de rouler qu'une voiture en fin de vie. Mais ça assèche d'une certaine façon, quand c'est des beaux véhicules un peu plus exotiques ou rares qui partent, ça assèche la pièce. Ça, c'est dommage. Antoine ? Je pense qu'il y a des assureurs qui se positionnent très clairement sur cette question. Je vais prendre l'exemple du groupe Covea, qui dit qu'il y a un maximum de véhicules qui doivent être destinés à la pièce. Évidemment, le marché du négoce restera le marché du négoce et, même en toute logique, peut permettre à ce que l'économie circulaire continue, parce qu'un véhicule qui peut être réparé, il faut qu'il continue à être réparé. Et quand on nous demande à ce que 70% des véhicules qu'on nous confie soient destinés à la PRE, il me semble que c'est un alignement par rapport à ce que dit Xavier. Et puis il faut aussi penser à l'équilibre économique de ces producteurs, de ces recycleurs. L'export de pièces, c'est aussi une des jambes de la rentabilité de ces entreprises. L'export de véhicules, c'est une des jambes de la rentabilité des entreprises. Donc il faut faire attention de garder un tissu d'acteurs, de recycleurs qui soit solide, stable pour faire de l'économie circulaire. Vous savez qu'en Suède, c'est le pays dans lequel la pièce de réemploi est la plus développée. Et pourquoi la pièce de réemploi est la plus développée en Suède ? Parce que cet export de véhicules, pour les recycleurs suédois, est interdit. Donc il n'y a pas d'export de véhicules. Donc du coup, vous avez plus d'offres et donc plus de marché. Donc quand on le décrit comme ça, on se dit, c'est simple, on n'a qu'à faire ça en France. Alors c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête des recycleurs, parce que c'est quand même un élément important des comptes d'exploitation. Il faut se méfier. Encore une fois, l'idée, c'est pas des gens qui s'enrichissent, etc. C'est des acteurs locaux qui bossent très dur. Donc si on le fait, il faut le faire vraiment de manière intelligente. Les assureurs poussent, peut-être que la loi poussera, mais faisons-le de manière vraiment progressive. En tout cas, on voit une chose, c'est que la pièce issue de l'économie circulaire pousse bien chez les réparateurs, qui nous disent toujours qu'ils ont toujours fait de l'économie circulaire, puisque ça a toujours été des consommateurs de Reman, de pièces remanufacturées, mais ils intègrent aussi la PRE. Donc on va quand même dans le bon sens et on est dans un cercle circulaire, dans une économie circulaire, vers un cercle vertueux. Moi, je trouve ça super. Mais vous savez, l'automobile, quand on se balade un peu dans d'autres industries, dans les produits électroniques, dans que sais-je, l'automobile est prise en exemple systématiquement comme un marché extrêmement circulaire. Et c'est vrai. Quand vous réfléchissez 2 secondes, la voiture est un bien d'équipement qu'on répare de manière extrêmement réelle. Il y a des réparateurs, il y a des réseaux, etc. C'est des produits qui durent très longtemps. 20 ans, c'est l'âge moyen d'un véhicule qui arrive dans un centre de traitement. Il y a des véhicules qui roulent encore à 30 ans, 40 ans, etc. Donc ça se répare. Et on est sur un marché d'économie circulaire. La pièce également, ça fait longtemps. Vous parliez de la pièce en échange standard, du remanufacturing, ça existe depuis très longtemps. Vous avez des très beaux acteurs, des PME et des très grands groupes qui font du remanufacturing dans la pièce mécanique depuis très longtemps. Donc il faut qu'on continue à être un étendard, un porte-étendard
de la circularité, y compris face à d'autres secteurs de l'activité économique et industrielle. Bon, moi j'adore l'automobile verte, moi je trouve ça super, ça fait mentir beaucoup de Je ne personnes. sais pas si l'automobile sera complètement verte un jour. Oui, mais on y tend, vous savez. Bah, en tout cas, ça permet de parler un peu d'autre Autrement, chose. et autrement. C'est pas que la transition électrique, hein, le verdissement entre guillemets du parc circulant. D'ailleurs, là, de ce dont on parle depuis tout à l'heure, on s'occupe du parc qui circule. Hein. Quand on lit des articles de presse, sauf dans The Pro, parce que The Pro, vous savez de quoi vous parlez, mais quand on lit les articles de presse, on parle que de la voiture électrique, du changement, etc. Bon, on est en train de parler des immatriculations de véhicules. C'est 1,5 million sur 30 millions ou 40 millions de véhicules qui roulent. Nous, on s'occupe du parc circulant. Voilà, hein, avec Xavier, bien sûr, avec Antoine, on s'occupe du parc circulant, on s'occupe de le rendre moins polluant, on s'occupe de prolonger sa durée de vie, on s'occupe de le faire dans des conditions économiques qui soient acceptables pour les foyers, et ça, c'est juste le plus important. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce moment Merci. qui était passionnant. Bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain The Pro Talk et que je vous invite à partager sur les réseaux. Nous allons mettre tout ça en ligne. On pourra réentendre vos voix, votre passionnant débat. Et je vous donne rendez-vous donc pour un prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipoto, en version podcast.